Bonjour, l'épisode de C'est pas sorcier d'aujourd'hui est consacré à comment choisir la meilleure turbine hydraulique pour un particulier. Nous sommes en présence de Monsieur Hydraulique. Bonjour Sabine, merci de m'aider. Je souhaite installer une turbine à mon domicile sous une hauteur d'eau de 150 mètres avec un débit fixé de 10 mètres cubes, mais je n'y connais absolument rien. Mais c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas Jamie? Allons trouver la turbine de Charlie, car en effet, il existe différents types de turbines. Premièrement, les machines axiales, où le mouvement du fluide est selon la direction de la turbine, c'est-à-dire là où le fluide va venir frapper les pales du rotor pour produire l'énergie. Il existe aussi les turbines radiales, là où le mouvement du fluide est centripète. Et toutes ces turbines, ma chère Sabine, sont classées en trois grandes familles, en trois noms. Il y a premièrement la turbine Pelton, qui est une turbine à action, c'est-à-dire que la roue, le rotor, enfin la turbine, est à pression atmosphérique. Et contrairement à ça, il existe les turbines à réaction, donc les Francis et les Kaplan, là où la turbine est totalement immergée dans le fluide, elle se trouve donc en charge. On utilise ces trois turbines dans différents cas, en fonction de la hauteur d'eau, du débit, c'est-à-dire si on va se trouver en pleine montagne ou en plaine. Mais à quoi ressemble cette turbine? Allons le voir au labo avec Fred. Allez Jamie, rentrons dans le labo. Alors dans ce fameux labo, on a la chance d'avoir deux turbines. D'abord la turbine Kaplan. Alors les experts peuvent faire des expériences ici, comme par exemple faire l'expérience en faisant varier l'angle des aubages et aussi en mesurant la différence de force liée à la variation de la vitesse de rotation. Donc cette turbine-là est alimentée par une pompe que l'on peut voir ici et aussi une vanne qui permet de modifier le débit. En plus de cette turbine, on a la turbine Pelton. Ce second TP permet en fait tout simplement de mesurer aussi la différence de force, ceci grâce à une circulation de l'eau dans un tube puis à surface libre. Voilà Jamie, maintenant tu sais tout sur les turbines. Alors mon Charlie, tu m'as dit que tu avais une hauteur d'eau de 150 mètres de haut et un débit de 10 mètres cubes par seconde. Regardons le tableau derrière moi qui permet de choisir entre la Pelton, la Francis ou la Kaplan. Donc un débit compris entre 1 et 10 mètres cubes par seconde, une hauteur d'eau entre 6 et 250 mètres. Nous allons donc choisir une Francis. Une Francis, oui, mais de quelle dimension? Nous allons maintenant procéder à toute une batterie d'expériences dans lesquelles on va déterminer le rendement hydraulique. Le rendement hydraulique se définit comme le quotient de la puissance mécanique sur la puissance hydraulique. La puissance mécanique, c'est le couple, c'est-à-dire le rayon multiplié par le différentiel de force, multiplié par la vitesse de rotation. Et la puissance hydraulique, c'est ρGQH, avec Q le débit et H la hauteur d'eau. Dans cette première expérience, nous allons tout d'abord faire varier l'angle des aubes grâce à cette manivelle. Ainsi, pour différentes valeurs d'angle des aubes, on trace le rendement. On obtient donc cette courbe qui nous indique que le rendement maximal est de 60%, qu'on obtient avec un angle optimal de 11 degrés. Alors maintenant, après l'expérience d'Alexia, nous allons faire varier le différentiel de force qui est en réalité associé au couple moteur que l'on souhaite obtenir en sortie de notre arbomoteur. Alors venez, je vais vous montrer comment ça marche. Alors à l'aide de ces deux dynamomètres, on va générer un différentiel de force du coup sur l'arbomoteur et récupérer ainsi un couple moteur. Il est important de préciser que l'on travaille à hauteur d'eau fixée, aussi à débit fixé, mais par contre le couple en sortie de l'arbomoteur est associé directement à la vitesse de rotation, c'est-à-dire que la vitesse de rotation varie avec le couple et par conséquent avec le différentiel de force.
Ainsi, à l'aide d'un tachymètre, nous avons évalué la vitesse de rotation en radians par seconde associée à chacun des différentiels de force. Ce qui nous a permis, du coup, d'obtenir le graphe suivant, qui nous a permis, du coup, de déterminer le différentiel de force optimal et ainsi, en multipliant par le rayon, de récupérer le couple optimal. Pour cette troisième expérience, nous décidons de faire varier la hauteur d'eau en montant ou descendant la retenue d'eau ici. Nous obtenons la courbe suivante. Dans un premier temps, nous pouvons nous dire, suite au vu de la formule du rendement, que plus h augmente, plus l'état devrait diminuer. Or, lorsque h augmente beaucoup, oméga, la vitesse de rotation de la turbine, augmente aussi, ce qui explique l'allure de la courbe présente ici. Pour une quatrième expérience, nous décidons de faire varier le débit d'eau qui arrive dans la turbine en ouvrant ou fermant la vanne, ici. Nous obtenons ici la courbe du rendement en fonction du débit d'eau. Nous pouvons donc en déduire un débit optimal. De retour au camion, nous allons analyser les expériences produites par mes collègues. Le but de ces expériences était de construire ce qu'on appelle la colline de rendement. La colline de rendement est donc un graphe qui nous permet de trouver le rendement optimal. Ce graphe dépend de deux nombres adimensionnels que je vous ai écrits ici, phi-e et psi-e. Ces deux nombres dépendent des paramètres de notre problème, comme la hauteur d'eau, le débit, la vitesse de rotation ou encore le diamètre. Dans nos turbines, le diamètre est fixé, comme Q, comme H. Nous allons donc chercher à déterminer le rendement optimal pour la vitesse de rotation optimale. Mais comment allons-nous procéder? C'est très simple. Nous voyons en fait, avec ces deux équations, que nous pouvons exprimer psi-e en fonction de phi-e. Voici l'expression obtenue avec le coefficient allant avec. Il suffit ensuite de tracer sur la colline des rendements cette courbe. Et cette courbe fait à peu près ceci. C'est une fonction carrée. Ensuite, plus simplement, cette courbe ici correspond au rendement optimal en fonction de la vitesse de rotation. Il suffit donc de se placer au niveau du point où la courbe est la plus proche du rendement optimal. Nous obtenons donc un rendement optimal de 94%. Ensuite, nous allons chercher la vitesse de rotation optimale allant avec ce rendement. Il suffit de lire sur le graphe les points phi-e et psi-e que nous avons ici. Ensuite, nous remplaçons dans les équations phi-e et psi-e et en les renversant, nous obtenons la vitesse de rotation optimale qui est ici pour notre turbine de 74 tours par minute. Mais attends, Jamy, c'est quoi le lien entre nos petites turbines et la grande turbine de Monsieur Charles Hydraulique? Mais oui, Fred, à quoi vont nous servir toutes ces expériences sur des modèles miniatures? Elles vont nous servir car il existe les lois de similitude. En effet, si nous respectons l'égalité des paramètres adimensionnels psi-e et phi-ie que nous avons vus tout à l'heure, nous allons pouvoir avoir le même rendement pour la maquette que pour la machine réelle. Il suffit simplement de résoudre ce système pour obtenir l'expression de la vitesse de rotation optimale et du diamètre optimal. Grâce à notre expérience sur l'angle des aubes, nous avons aussi obtenu l'angle optimal. Donc, Charlie, pour ta turbine, tu vas devoir la faire tourner à 396 tours par minute. Elle mesurera 1,21 m et l'angle de ses aubes sera 11 degrés. Voici pour toi, Charlie. Maintenant, tu sais comment construire la turbine idéale. Nous sommes de retour avec Monsieur Hydraulique qui a finalement installé sa turbine chez lui. Charlie, dis-nous comment ça s'est passé. Écoutez Sabine, je ne comprends pas, j'ai obtenu un rendement bien inférieur à celui que vous m'aviez promis. Comment est-ce possible? C'est vrai ça, Jamy. Comment est-ce possible? Salut, moi c'est Jamila, je suis la femme de Jamy et je vais t'expliquer pourquoi ton rendement n'est pas le même. Alors, il y a des phénomènes à prendre en compte qui s'appellent les pertes de charge. Par exemple, nous en avons également au labo. Ici, nous avons un rétrécissement de la taille de diamètre du tuyau qui entraîne des pertes de charge singulières. Les pertes de charge singulières se calculent avec cette formule-là, avec K qui est différent selon l'obstacle qu'on est en train de considérer. Par exemple, ici, c'est un rétrécissement de tuyau, mais on peut également avoir des changements de direction pétale, comme ici avec ce coude. Il y a
un autre phénomène à prendre en compte qui sont les pertes de charge régulières et qui, elles, sont dues au frottement avec le tuyau. Donc, ces frottements les pertes de charge dues à ces frottements doivent être calculées par cette formule, avec F qui est un coefficient qui dépend du Reynolds et de la rugosité de tes tuyaux. C'est donc maintenant à toi de trouver la bonne disposition de tes tuyaux et les bons matériaux, de sorte à ce qu'il y ait le moins de pertes de charge possible.